Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Julien, également de Guillaume du studio Cyanide, également avec Médoc, et nous allons parler de Styx, Master of Shadows. Bienvenue dans Extra Life. Alors, déjà, est-ce qu'on peut commencer par vous présenter un tout petit peu? Vous êtes occupé de quels aspects exactement sur Styx? Donc, je suis chef de projet sur Styx, et donc je m'occupe de toute l'équipe, s'assurer que tout se passe bien. Et je crois que tu es programmeur aussi ou pas du tout? Je suis aussi programmeur. D'accord. Mais ça ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour programmer. D'accord. Et donc toi, moi, Julien je suis le lead level designer sur Styx, et donc j'encadre l'équipe de level design. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'équipe? Vous étiez combien? Je crois que vous avez commencé vraiment en tout petit. Je crois que c'était 3 personnes. Oui. Vous êtes monté jusqu'à 30, c'est ça? Une trentaine, ouais. Une trentaine. Au maximum de la prod, on était à 30. Et la prod, en fait, a débuté quand exactement sur le jeu? Ça remonte à déjà pas mal de temps Il y a ou... environ 2 ans. Environ 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, on était 3, il y avait Guillaume et Mathias et moi, et on a fait un petit prototype un peu concept au début, et juste pour poser les bases de l'infiltration et des features qu'on voulait créer pour le jeu final. Ok. Alors donc dans Styx, on va faire, tiens, tu veux faire le pitch du jeu? Styx, à la toute base, c'est ce petit gobelin qu'on pouvait voir dans Orcs and Men, donc dont on a parlé sur la chaîne. On avait fait une critique, il me semble, dans un EXP. C'était Serpiro qui nous avait fait ça. Et du coup, ça amène une question sur le pitch. Moi, j'ai pas joué au jeu. Enfin, t'es un petit gobelin, c'est une tour. Apparemment, tu vois, il y a une histoire d'ambre. Akanash, on est dans la tour d'Akanash. Voilà. J'ai pas d'affiche. Mais moi, j'avais justement une question, dans la mesure où vous reprenez ce personnage qui était plutôt drôle. Les dialogues, d'une manière générale, dans Orcs and Men, ils étaient bien écrits, ils étaient plutôt drôles. Et le gobelin, c'est vrai qu'il est attachant. Au moment où vous étiez les plus nombreux dans l'équipe, 30 là, d'après ce que j'ai compris, vous avez pris des gens qui avaient bossé sur Orcs and Men, je veux dire, où c'est vraiment, tiens, j'aime bien ce gobelin, vas-y, on va prendre une autre équipe, puis on va bosser dessus. Déjà, en fait, on avait fait un partenariat avec Spiders, ouais. Donc c'est aussi Cyanide, en fait, of Orcs and Men. Et c'est vrai que nous, le gobelin nous avait vachement plu, et on voulait vraiment faire un jeu autour de lui, et donc un jeu d'infiltration, ça allait de soi, quoi. Ouais, bien sûr. Parce qu'il était petit, c'est pour ça? Ouais, c'est bien pratique. C'est plus facile C'est à plus dire. pratique. On a essayé de faire des prototypes avec un orc, ça marchait pas très bien. Mais dans la mesure où c'est le même personnage, est-ce qu'il y a les gens qui ont écrit un petit peu ce personnage, qui ont permis de lui donner une personnalité, est-ce qu'ils ont été impliqués aussi dans Styx pour garder une certaine cohérence Complètement. Ouais, oui. tout à fait. Oui. Toute la partie un peu univers a été créée à Cyanide, donc c'est les mêmes personnes qui ont participé au projet. Et d'ailleurs, il me semble que c'est la même voix également. Exactement. Tout à fait. Et donc vous avez choisi, donc le jeu est en VO sous-titré en français, donc du coup on a une bonne voix anglaise, on n'a pas une voix toute pourrie en français. Et la voix, il y a des voix bien, ça arrive, mais c'est rare. Ouais, c'est quand même rare. Et donc du coup, l'acteur, est-ce qu'il est anglais ou américain? En fait, ouais, il est américain, je crois. Ouais, Il est anglophone en tout cas. Il est anglophone. Non, si, il est américain. Et donc tu me disais un petit peu, on parlait du jeu juste avant l'émission, que c'était quelqu'un qui était extrêmement impliqué, qui appréciait le personnage. Ouais, j'imagine que ça a dû contribuer un petit peu. Est-ce que lui-même avait envie de temps en temps d'apporter une petite touche, de modifier des dialogues Ah oui, il l'a fait. Il a complètement fait. D'ailleurs, ça collait super bien avec le personnage. En général, on écrivait des trucs et lui, il rajoutait par-dessus. Et c'était vraiment bien. Enfin, c'est une grosse force de proposition. Donc c'est bien. En plus, c'est vraiment approprié le personnage. Donc c'est parfait, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler, Médoc en parlait un tout petit peu, il y a en effet une notion d'ambre. Donc dans le jeu, quel est le rapport entre Styx et l'ambre? Et qu'est-ce que l'ambre exactement? Alors donc l'ambre dans l'univers de Orcs and Men, c'est une source de pouvoir. Donc ce qui va lui permettre notamment de pouvoir utiliser des capacités spéciales comme l'invisibilité, une vision d'ambre qui lui permet d'highlighter certains éléments du décor et de pouvoir se cloner. Ok. Voilà. Et donc du coup, ça vient d'où? L'ambre vient de l'arbre monde, c'est ça? C'est ça. Et c'est cultivé, c'est récupéré par les elfes? C'est ça, oui. Et donc du coup, Styx, a priori, a quand même un sacré besoin de consommer de l'ambre. Et il est limite un petit peu addict. C'est un caméra. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ou alors ça reste secret? C'est quelque chose qu'on découvre en faisant le jeu, ça? Genre quel est le lien exactement entre l'ambre et Styx? Ou est-ce que c'est quelque chose qui était déjà présent dans Orcs and Men? Donc il y a un élément de gameplay puisque
La jauge d'ambre, c'est celle qui lui permet de déclencher tous ses pouvoirs. Mais effectivement, il y a un lien très fort avec l'histoire de Styx, puisqu'en fait, il va profiter de cette aventure pour découvrir un peu plus ses origines. Et là, on peut pas trop en parler. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des origines du projet et des intentions de départ? Donc, vous souhaitiez faire un jeu d'infiltration avec Styx, avec ce personnage. Quelles étaient les premières idées? Les premières idées... En fait, parce qu'il faut se distinguer un petit peu, parce que les jeux d'infiltration, il y en a beaucoup. Et donc, du coup, voilà. Bah, notamment au niveau LD, ce qu'on voulait, c'était déjà beaucoup de verticalité, en fait. Dans les niveaux, c'est un truc qu'on n'a pas trop l'habitude de voir et qu'on aime bien avoir... Ça offre plusieurs niveaux de lecture en fait à un niveau, ça permet aussi de créer plusieurs passages. Donc, j'aime bien le concept en fait de ce que j'appelle des open corridors en fait, c'est-à-dire que c'est relativement restreint, mais il y a énormément de possibilités de chemins possibles en fait pour le joueur, quoi. Donc c'est bien aussi pour la replay value. Enfin, si on un système d'emblèmes en fait à débloquer, donc on peut rejouer plusieurs fois les missions, donc c'est les emblèmes, ça correspond à des défis, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, il y en a un, c'est être complètement ghost. Il y en a un autre, c'est le speedrun, en fait, finir en un temps imparti. Il y en a un autre, c'est découvrir toutes les pièces, en fait, d'un niveau. Il y a quoi d'autre? Ne tuer personne aussi. Donc voilà, quoi. Donc c'est bien. Sachant qu'on pourra rarement faire, en fait, tous les défis d'un coup, c'était important pour nous, donc, d'avoir... pas mal de rejouabilité dans les niveaux, donc la verticalité permettait aussi de ça. Puis l'autre originalité, c'est le personnage en lui-même qui permet un peu de revisiter tout le core gameplay d'infiltration à travers un personnage qui est petit, un peu chétif, mais qui a plein de ressources et on est obligé de s'adapter un peu à ce personnage et aborder des situations un peu différemment. Est-ce que du coup la mécanique de clonage, c'est quelque chose qui était présent au tout début dans les intentions de départ? C'était déjà écrit ou c'est pas arrivé en cours de développement? Non, juste pour rappeler le principe, donc tu clones, c'est-à-dire tu fais un clone de toi un petit peu dégueulasse, hein, c'est pas complètement... Il vomit en fait son clone. C'est dégueulasse quand il le fait, puis le clone, c'est pas Styx, tu vois, c'est pas un deuxième Styx. Parfait. Il peut faire d'autres trucs, le clone, du coup, il peut passer genre, sous des grillages, etc. Il vaut mieux que ce soit lui qui s'arrache le dos plutôt que toi. Voilà, donc il peut servir à plusieurs choses. C'est vraiment un couteau suisse, quoi. C'est ce qui permet de faire du scout, en fait, essayer de... aller dans une zone où on ne sait pas encore si il y a du danger ou pas, si on se fait repérer, du coup c'est le clone qui meurt au lieu de nous, donc ce qui est pas mal. Il y a un peu des puzzle games aussi, on doit l'utiliser en coopération. Il peut être utilisé aussi pour immobiliser un garde, il y a quelques petits pouvoirs aussi un peu particuliers. Utilisé en diversion aussi, en fuite, en fait c'est un outil en fait laissé au joueur qui va pouvoir exploiter à mort en fait pour se sortir de différentes situations. Donc Et je crois justement qu'il y a une mécanique de gameplay qui elle est apparue, qui est liée au clone, qui est apparue en cours de développement. Ça a été un peu découvert. Au début c'était limite un bug et ensuite vous avez travaillé dessus. Tu peux nous en parler? On a découvert en fait nos testeurs qui utilisaient le clone en fait comme plateforme pour, on pouvait sauter dessus. Mais le clone jump. Voilà, le clone jump. Ouais. Ce qui est pas mal. Et donc au début on s'est dit on pensait le traiter comme un bug et finalement on s'est dit non, en fait ça ouvre plein de trucs. Donc même nous en level design on a pu jouer un petit peu avec dessus. Des fois on a retiré un ballot, on se dit tiens si le joueur il fait un clone jump il pourra saisir cette encre là et trouver un autre passage et voilà quoi. Donc c'est assez drôle en fait. On aime bien ce processus un peu de gameplay, d'émergence. Donc c'était assez drôle. Et alors, donc quand on parle d'infiltration, on est obligé d'évoquer l'IA, on en parlait tout à l'heure avant de tourner l'émission là, c'est quelque chose d'important, ça fait partie des facteurs qui peuvent complètement te sortir d'un jeu si l'aventure c'est mal fait, si c'est maladroit, si tu n'as pas l'impression que ça réfléchit à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du taf effectué sur l'IA pour essayer d'avoir quelque chose d'à la fois fun, mais un petit peu cohérent. C'est encore plus rare dans un jeu d'infiltration, puisque le personnage il va passer beaucoup de temps à observer ce qui se passe, et du coup, dans un jeu d'action où les ennemis ils déferlent comme ça, on n'a pas trop le temps d'apprécier leur comportement, mais c'est vrai que dans un jeu d'infiltration, il faut qu'ils soient cohérents avant qu'il se passe quoi que ce soit, donc qu'ils aient une vie, qu'ils fassent des choses cohérentes, et puis une fois qu'ils détectent le joueur, sans que ce soit injuste, mais que ce soit quand même cohérent, que ce soit un peu réaliste. Donc c'est vraiment un équilibre très difficile à trouver. Et du coup, mais ça nécessite... Est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple,
un petit peu des exemples. À partir du moment où on vous voit, un petit peu le comportement de l'IA, si elle voit un cadavre, si elle vous voit, si elle doit se battre, si elle vous cherche. Par exemple, quand on commence une mission et qu'on n'est pas du tout détecté, les personnages, en fait les NPC, eux, vont avoir des rondes, mais de temps en temps, c'est ce qu'on appelle des actions de vie, en fait. Ils vont s'arrêter, par exemple, pour, je sais pas, se réchauffer les mains au coin du feu, ou aller boire un coup de flotte, ou manger un truc, d'ailleurs qu'on peut empoisonner, d'ailleurs, donc c'est pas mal. Mais par contre, ces actions de vie vont être arrêtées une fois qu'ils auront vu une menace. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à patrouiller armes dégainées. Ils changent aussi leur patrouille. Et donc, en fait, il y a des actions qu'on ne pourra plus faire. En fait. Par exemple, si on empoisonne l'eau ou la nourriture, ils vont arrêter de manger. En fait. Ils sont plus dans leurs actions de vie. Et donc voilà, quoi. Donc, ça change un peu aussi l'attention qu'on peut apporter dans un jeu d'infiltration. Okay. Et donc quels sont les feedbacks donnés aux joueurs justement pour cette notion d'infiltration? Je crois qu'il a une espèce de tache d'ambre, le personnage, qui indique un tatouage, et donc du coup qui indique s'il est planqué ou non, s'il est dans l'ombre ou s'il est visible. Oui. Et ensuite, quels sont les autres indicatifs pour le joueur, les petits feedbacks qui lui sont donnés pour savoir genre, où il en est, est-ce qu'il est repéré, etc. Donc il y a le son déjà, c'est très important dans le jeu d'infiltration. Et après, il y a des informations GUI qui indiquent que si un personnage il est dans un état neutre, c'est-à-dire qu'il a aucune notion de danger. Est-ce il croit avoir vu quelque chose? Dans ce cas-là, on a une indication différente. Donc il va se mettre à chercher, voir qu'est-ce qui se passe, il est cru entendre quelque chose. Et quand vraiment il a découvert la menace, là on a encore un autre feedback qui lui indique que du coup, par exemple, il ne retournera pas à ses occupations d'avant. Et une autre indication pour le joueur aussi, c'est que, comme disait Julien, c'est qu'une fois qu'il a dégainé, là, il est vraiment dans un état d'alerte où il va vraiment changer de comportement. Et c'est un signal pour le joueur. S'il voit un garde dégainé, il sait qu'il doit faire très attention. Okay. Est-ce que du coup, il rengaine par moment les soldats un petit peu est-ce que l'alerte passe au bout d'un moment? Ils oublient le cadavre de leur pote non, ou non? Non, jamais. Après, il y a des petites subtilités. Par exemple, s'ils ont vu Clone, ils vont passer en alerte, ils vont tuer Clone. Pour eux, ils ont tué leur menace. D'accord. Okay. Donc, ils reviennent à l'état normal. Pareil, on peut faire des accidents. Si un garde meurt par accident, les autres gardes qui vont découvrir le cadavre ne vont pas forcément penser à ce qu'il y a une menace. Ils vont plutôt se plaindre des lustres qui sont mal accrochés, ou ce genre de choses. Quoi. Voilà. D'accord. Et donc, voilà. Par contre, s'ils traînent dans une mare de sang, là, ils vont passer en alerte. Avec les traces de couteau dans tous les sens, égorgés, etc. Je pense que c'est pas la souris. J'ai un hunch. Et vu que c'est un jeu d'infiltration, on peut quand même se friter un petit peu. Enfin, je veux dire, Styx, il a des chlasses, il met des coups de couteau. Il est obligé de grimper un petit peu sur les ennemis pour les égorger. J'ai vu des images, mais d'une manière générale, quand on se fait cramer, il y a très très peu de chances qu'en one-on-one ou même contre deux gardes, on s'en sorte ou quand même il est... Ah ouais, on a un système de combat en fait qui permet de ce qu'on appelle une dernière chance, en fait, qui te permet de t'enfuir. Sachant que si tu veux avoir, je pense, à mon avis, une vraie expérience de jeu d'infiltration, c'est tu te mets en mode gobelin dès le début. Et là, en fait, c'est un niveau de difficulté. Ouais, c'est un niveau de difficulté qui est accessible même dès le début. Et en fait, là, tu te fais attraper, t'es mort, quoi. En fait, en gros, il n'y a pas de... D'accord. Et par contre, si tu pars en mode normal, donc tu as un système de combat qui est basé un petit peu sur la parade. Ouais, il faut que tu arrêtes un coup, deux coups, et à ce moment-là, tu peux porter un coup mortel. Exactement. Mais à partir du moment où ils sont deux, là, t'es foutu. Voilà, en gros, l'idée, c'est si t'es face à un garde isolé, t'as une chance de sortir. Voilà. Si t'as un 3-4, faut fuir. Au niveau des feedbacks, je crois que la musique a également un rôle à jouer. Oui, on a une musique interactive donc, qui reflète un peu les états d'alerte des gardes. Okay. Vous pouvez nous parler un petit peu justement de la conception de la musique? Vous avez travaillé avec qui? Est-ce que c'était quelqu'un qui était très impliqué dans le développement? Ou est-ce que c'était juste, voilà, il nous faut la musique pour tel environnement, telle ambiance? Ou alors est-ce qu'il a pu jouer au jeu et travailler de concert? Oui, bien sûr. Il est venu au studio, on a pu discuter. Donc il s'appelle IP. Ouais. C'est celui qui avait fait les musiques de Arclash Legacy. Voilà, on avait bien apprécié son travail, donc on voulait travailler avec lui encore. Et oui, il était très très partie prenante dans le projet, parce que justement le système de musique interactive fait que c'est un lien direct avec le gameplay, fait comprendre comment ça marche, et ça s'est très très bien passé. Okay. En termes de
référence un petit peu, parce que comme le soulignait Thierry tout à l'heure, des jeux d'infiltration, il y en a eu un certain nombre. J'ai noté FIF, Dishonored, Assassin, Splinter Cell, MGS, Deus Ex, Hitman. Donc, Voilà. Il y en a certains qui vous parlent, qui vous ont même peut-être à la limite inspiré pour certaines parties du game system. J'ai envie de dire un peu tous, quoi. En fait, il y a plein d'ingrédients en fait qui sont super intéressants à exploiter en level design justement dans chacun des noms que vous avez cités. Donc c'est vrai que moi personnellement j'avais des grosses références et j'aime beaucoup ce que fait Arkane. Donc même Dark Messiah, voilà. Et donc même dans Dark Messiah il y avait des choses très intéressantes avec le décor notamment. Et le côté passage multiple et pas forcément le corridor classique qu'on trouve dans beaucoup de jeux d'infiltration où il n'y a pas 15 000 passages possibles mais un seul, quoi. Et sinon les SIF aussi, les premiers SIF aussi ont été une grosse référence notamment avec l'ombre et la lumière. C'était les premiers à faire ça, les bruits de pas sur le sol. Marcher sur un tapis, ça fait pas de bruit, par contre. Là, tu l'as aussi dans Styx. Ouais, si tu sautes d'un petit muret et que tu atterris sur un tapis, tu feras nettement moins de bruit que les objets physiques aussi, placés un peu de façon perverse. Exactement. Voilà. Le saut avec le balai contre un mur, t'as deux gardes juste à côté. Si tu bouscules le saut, les gardes. Voilà. Exactement. Donc voilà, c'est tous ces ingrédients-là en fait qu'on a remaniés un peu à notre sauce et qu'on a réutilisés pour Styx, quoi. Ok. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du level design? Est-ce que déjà tout le jeu se passe dans cette tour ou tu as d'autres environnements? C'est la tour. Ouais, c'est la tour. Par contre, la tour, il y a plusieurs secteurs. Il y a le haut, le milieu, les bas-fonds. Et bon, je vais pas trop en révéler en fait parce que je préfère laisser les joueurs découvrir. Mais en fait, juste pour citer quelques lieux, en fait, c'est vraiment une cité plutôt qu'une tour, quoi. C'est assez énorme. En fait, cette tour sert à protéger un arbre. C'est un peu le but ultime. L'arbre monde, voilà, exactement. Qui produit l'ambre. Exactement. Donc voilà, cette drogue est dangereuse, donc on veut l'enfermer dans une espèce de sérail, en fait. Et voilà, quoi. Puis entre le haut de la tour, qui est occupé par les humains, par les seigneurs, et qui est luxuriant, et les bas-fonds de la tour, il y a quand même un gros contraste. J'ai eu l'occasion de prendre un petit peu en main le jeu, brièvement, mais un petit peu tout de même. Et donc moi, ce que j'ai apprécié d'emblée, c'est en effet très rapidement, on arrive dans des zones un petit peu, moi j'appelle ça des arènes, dans des zones un petit peu ouvertes, où tu as une multiplicité de passages et de façons de traverser un environnement pour atteindre ton objectif. C'est quelque chose qui avait été décidé dès le départ, d'avoir comme ça. Et comment vous avez travaillé justement ce level design de manière à offrir un maximum de possibilités de jeu aux joueurs? Bah oui, en fait, c'est ça. En fait, c'était une volonté de base de pouvoir se dire, tiens, avant de rentrer dans une pièce, je regarde un petit peu mon environnement et même au sein même de la pièce, de me dire, est-ce qu'il n'y a pas une circulatoire en hauteur, par en dessous, par au-dessus, comment éviter cette patrouille de garde qui m'emmerde, qui m'embête. Et voilà, quoi. Désolé. Moi, je trouve, j'appelle ça, c'est la méthode Jackie Chan. Ouais. Donc, je vais expliquer. Dans tous les films de Jackie Chan, non mais je crois que potentiellement j'ai déjà dit. Dans tous les films de Jackie Chan, tu as toujours ces plans avant qu'il rentre dans une pièce, dans un environnement, qui te montrent l'ensemble du décor. Et tu sais que tout va être utilisé. La chaise là, il va faire un truc avec la table, le lustre, les escaliers, les rambardes, etc. Et donc j'aime beaucoup ça quand tu rentres dans un environnement et tu dis ok, alors je vais pouvoir faire ça, et je vais essayer. Et est-ce que ça a été délicat justement de créer de nombreux chemins pour le joueur? Et comment vous appréhendez en fait cette... Délicat, non pas spécialement, parce qu'on sait que, enfin, ne serait-ce que dans la team LD, en fait, on joue pas tous de la même façon, quoi. Ouais. Déjà, il y en a qui aiment bien rester au sol, qui aiment bien se faufiler de cover à cover, en fait, saisir les opportunités dans les patrouilles et tout ça. Il y en a d'autres qui vont être plus patients et se dire, tiens, je vais chercher un point d'observation à regarder, planifier et après passer à l'action. Et il y en a d'autres qui vont plus essayer de trouver en fait la faille du niveau, le petit conduit sympa qui me permet de passer, de prendre un raccourci ou passer par les hauteurs parce que j'aime bien la méca de saut et tout ça, enfin l'agilité du gobelin, on essaie de l'exploiter aussi au maximum là-dedans aussi. Donc voilà, ouais, en fait, non, on jouait pas mal les niveaux de chacun, donc à chaque fois on se disait ouais tiens, ce serait bien que tu rajoutes ça ou voilà, donc il y a eu pas mal de discussions et puis pareil aussi avec des retours de notre pôle QA, voilà quoi. Donc on a vraiment procédé par itération, on pose une intention et ensuite on regarde, tiens il passe plus par là, on a pas mal utilisé aussi la vidéo en fait pour voir où passaient les gens. On s'est dit tiens si on faisait un petit passage à ce moment-là et
Moi, le truc que je trouvais génial en fait dans Styx, c'est des mecs qui ont joué des heures et des heures en fait au jeu et ils me disent au bout de ça fait 50 fois qu'ils font le même niveau et ils me disent j'ai encore trouvé un passage cette fois-ci et je trouve ça génial en fait. C'est comme le jeu est assez punitif, on voulait vraiment que le joueur soit pas tout le temps à dire non mais je vois très bien le passage que je dois prendre, mais j'y arrive pas quoi. Ouais. Donc là en fait tu peux essayer autre chose et voilà quoi. En termes de durée de vie, à quoi on doit s'attendre en fait? C'est-à-dire, si tu veux faire ton run, mettons en difficulté gobelin ou autre, tu veux faire ton run, on doit s'attendre à quoi? Et en termes de replay value, il y a quoi à manger en fait? On était parti d'abord sur une quinzaine d'heures. On se rend compte que là, on est plus au niveau d'une vingtaine d'heures pour finir, on va dire, en mode normal, en faisant l'histoire et quelques quêtes secondaires. Maintenant, si on veut vraiment tout faire, il n'y en a vraiment pas beaucoup plus, puisque donc, dans chaque mission, il y a un nombre de missions secondaires. Il y a les emblèmes dont on a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas juste pour le fun, en fait, puisqu'ils donnent un peu des points d'expérience. Donc quelqu'un qui veut vraiment maximiser son personnage va être amené à refaire les niveaux de façon différente, parce qu'en fait, quand on doit faire un niveau le plus vite possible ou sans se faire voir, on va jouer différemment, donc c'est peut être intéressant. Il y a des trésors à trouver. Ça, okay. on va laisser le joueur découvrir un peu la fonctionnalité. Puis voilà, il y a un peu de collectionnite, donc avec des pièces à récupérer dans les niveaux. Et voilà, puis il y a du dynamic try, donc les gens peuvent réessayer un peu d'aborder des situations d'une autre façon. Je pense que ceux qui veulent finir à 100%, il y en a pour un bon paquet. Et tu as abordé un petit peu là brièvement justement la dimension RPG du jeu. Et donc je crois qu'il y a des arbres de compétences pour différentes caractéristiques, la furtivité, l'agilité, le clonage, la vision d'ombre, les équipements et l'assassinat. Est-ce que tu peux tout débloquer dans un premier run ou ça nécessite vraiment plusieurs runs pour maxer son personnage et avoir toutes les compétences? Alors tu finiras, tu pourras débloquer tout si tu finis à 100%. D'accord. Donc quelqu'un qui joue juste l'histoire va débloquer comme une grande partie, mais celui qui veut avoir tout, il devra récupérer tous les emblèmes et finir toutes les missions. Et donc du coup, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des compétences qu'on peut débloquer justement? Des trucs bien cool pour donner un petit peu, sans trop spoiler. Il y a des moyens de rendre le clone plus intéressant, en débloquant des nouvelles fonctionnalités, sur son personnage aussi, notamment dans les assassinats, on peut débloquer des nouvelles façons de se débarrasser des gardes, il y a de la furtivité aussi, l'invisibilité a une place importante aussi, c'est un pouvoir puissant dans un jeu d'infiltration, mais du coup qui est assez limité, et donc on peut le développer un peu si on est intéressé plus par ce côté. Voilà, sinon après il y a des choses un peu liées à l'équipement, enfin il y a pas mal de... Est-ce que du coup tu peux modifier un petit peu l'apparence de ton personnage? Non, c'est vraiment pas un RPG, hein. C'est vraiment un jeu d'infiltration, c'est plus le côté j'ai un style de jeu, je vais trouver des compétences qui correspondent un peu plus à mon style. Voilà. Sachant qu'en plus il y a un arbre de compétences spéciales en fait, qui peut être débloqué uniquement quand il y a deux branches de l'arbre de compétences qui sont à fond, quoi. D'accord. Et donc ça t'ouvre ça t'offre une nouvelle compétence qui est en relation, par exemple, si t'es plutôt furtivité plus assassinat, t'auras un pouvoir spécial, et si t'es plus, je sais pas, inventaire, vision d'ombre, t'auras un autre pouvoir spécial, quoi. D'accord. Par exemple. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un petit peu, on disait en effet il y a beaucoup de jeux d'infiltration, certains de ces jeux d'infiltration sont des super productions, donc avec énormément de gens qui bossent dessus et beaucoup d'argent et le soutien d'un énorme éditeur. Est-ce que comment vous pensez vous distinguer justement avec Styx? Qu'est-ce qui pour vous fait la grande force de ce jeu-là? En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est reprendre toutes les bases des jeux d'infiltration, surtout de l'âge d'or des jeux d'infiltration, de les remettre un peu au goût du jour. Donc les bases, c'est je vais éteindre les torches, l'observation, l'attention, le challenge. C'est des choses qu'on retrouve peut-être pas assez dans les nouvelles itérations des grandes licences. Donc c'est vraiment ce qu'on voulait retrouver et puis avoir un personnage un peu différent et qui pousse aussi à jouer différemment, quoi. Est-ce que vous avez, l'histoire a une réelle importance ou c'est vraiment plus une toile de fond? Est-ce qu'on apprend réellement des choses sur Styx? Est-ce qu'on va découvrir à la fin du jeu ce qu'il lie à l'ombre, la raison? On va découvrir vraiment des choses et en plus l'histoire est un lien avec le gameplay. Donc,
On n'en dit pas plus pour l'instant, Ouais, mais c'est dur de pas Voilà, spoiler. parce que là, autrement, ils vont donner Non, toutes non, les non. billes, C'est ça. puis on n'aura pas besoin de faire de critiques, on n'aura pas besoin de... Le jeu est prévu sur quelle plateforme? sur PC, PS4 et Xbox One, donc le 7 octobre. Le 7 octobre, ok, très bien. Est-ce que vous pensez poursuivre un petit peu avec ce personnage? Vous savez, pour se projeter un petit peu, est-ce que Ah, moi, Styx... j'aimerais bien. Ouais. Ah, moi, j'ai plein d'idées. Vous avez commencé un petit peu à réfléchir à des choses ou, Enfin, non, mais enfin, on réfléchit Vous attendez dedans, un ouais. petit peu de voir. Ouais, on attend de voir, mais De toute façon, c'est les joueurs qui décident. Hein. Ouais, c'est ça. Si ça marche bien, on fera forcément une suite, et si ça marche pas... voilà. Mais en tout cas, c'est un personnage qu'on apprécie beaucoup, même l'univers en lui-même, hein, parce que là, on a un peu oublié son comparse Arcade. Oui. Voilà, mais c'est un univers qu'on apprécie et qu'on aimerait bien développer. Il y a des caméos du coup dans c'est ce Styx. que j'avais posé comme question. Donc c'est une préquelle, donc ça se passe avant l'histoire Ouais. de Fork Men, mais oui, il y a des liens. Un petit peu... Voilà. Comme c'est pas une suite, en fait, même si on n'a pas joué à Fork Men, ça pose c'est pas de pas un problème. problème, Mais par contre, on découvre un peu l'origine de certaines choses qu'on trouve dans Fork Men. Est-ce que vous pensez que Styx donnera envie aux joueurs d'essayer Fork Man? c'est pas tout à fait le même style de jeu, Non, mais c'est s'ils même ont pas aimé du tout le même l'univers, genre de ouais, jeu. je pense que oui, en fait. Ok, Ouais, Il y a l'univers déjà un peu des- sombre, mature. Ouais. très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On a appris plein de choses sur Styx. La critique va arriver bientôt dans 100%, c'est Médoc qui va s'en occuper. Donc on espère que le jeu sera au niveau et de toutes vos intentions, etc. Donc merci une nouvelle fois, puis on se retrouve très bientôt pour un prochain Extra Life. Salut tout le monde.